Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui un tutoriel sur la lumière, sur l'éclairage. Ce que l'on va voir surtout c'est la méthode d'éclairage qu'on appelle l'éclairage à 3 points. On va voir aussi le dôme de lumière, parce qu'en fait cette vidéo que je suis en train de faire est un peu pour remplacer ou pour mettre à jour le tutoriel que j'avais fait sur la scène de base. C'est-à-dire que je vais pas tout reprendre, mais disons que le dôme de lumière que j'avais expliqué dans le tutoriel sur la scène de base, je l'ai un petit peu mis à jour. On va voir quelques petites choses. Donc c'est bien de remettre un peu les choses au propre. Ensuite, la méthode d'éclairage l'éclairage à 3 points. C'est une méthode d'éclairage très très simple, très basique à mettre en œuvre, qui est tout à fait accessible aux débutants et qui permet d'éclairer une scène assez facilement. Il y a quelques petites choses qu'il faut savoir, donc je vais les dire. Ensuite, on verra aussi pour les ambiances, je donnerai une petite astuce pour les ambiances, un truc tout bête, et puis quelques conseils tout au long de la vidéo. Donc je sais pas si la vidéo sera très longue, c'est la deuxième fois que je l'enregistre, la première fois que je l'avais enregistré ça avait duré à peu près 1 heure, là j'ai retiré quelques longueurs et puis j'ai rajouté quelques petites choses, donc on va voir ce que ça donne. Donc ici, j'ai Cinema 4D d'ouvert. Alors tout ce que je veux dire est valable pour toutes les versions de Cinema 4D. Hein. On va juste utiliser un peu de mots graves parce que pour le dôme de lumière, mais tout le reste c'est des lumières simples, donc il n'y a pas de problème. Il me faut quelque chose à éclairer, vu qu'on va quand même parler de la lumière, des ombres et tout ça. Donc ce que je vais faire, je vais créer une petite scène, un truc tout simple, je vais mettre un sol. Voilà, on va ajouter un cube et une sphère, donc un cube, je vais mettre au niveau du sol, et une sphère, que je vais aussi mettre au niveau du sol. Alors on va décaler un peu la sphère, comme ça, et décaler le cube aussi, comme ça. Petit zoom arrière, on recadre un petit peu, on va s'arranger pour que ce soit bien placé, comme ça. Il va aussi me falloir une caméra, parce que ça va m'aider. Donc je me place correctement. Là je pense que c'est bon. J'ajoute une caméra. Donc ici on voit bien clairement la bordure de la caméra. Je sélectionne la caméra, je fais un clic droit, propriété Cinema 4D et je vais ajouter un tag protection dessus. Ce qui m'évite en fait de déplacer la caméra bêtement. Parce qu'en fait ici je veux pas risquer de déplacer la caméra va me servir justement pour garder cet angle. Forcément si la caméra est censée être animée on met pas ce tag. Donc là en fait je peux, comme j'ai désactivé tout, je peux me déplacer dans ma scène, voilà. Et quand je vais revenir sur la vue précédente, je réactive simplement la vue de la caméra. Et là, je peux pas la déplacer. Et quand je désactive la vue de la caméra, je reprends en fait une vue de plus loin qui me permet de voir toute la scène, y compris l'endroit où se trouve la caméra. Il va me falloir également, alors, je vais me remettre sur la caméra temporairement. Il va me falloir également des textures, quelques textures. Donc ici, je vais ajouter une texture sur le sol. Alors, je vais appeler ça sol. Et puis une texture sur les objets. Donc je crée une autre texture que je vais appeler objet. Voilà, ça c'est histoire que ça soit clair. La texture sur le sol, je la mets sur le sol. La texture des objets, je la place sur les objets. Voilà. Ici, si je me mets à peu près comme ça et que je fais un rendu, en fait on a une ligne d'horizon ici qui est pas belle du tout. Donc une coupure entre le vide noir de la scène et puis le sol, qui lui est à l'infini. Donc ce que je fais, je vais ajouter un arrière-plan, et je vais mettre la texture du sol sur l'arrière-plan. Et pour que Cinema 4D sache qu'il doit effacer en fait cette ligne d'horizon, pour qu'il mélange en fait l'arrière-plan et le sol et qu'il considère que c'est un même objet, enfin qui compose en fait la scène, il faut que je sélectionne le sol, je fasse un clic droit dessus, propriété Cinema 4D, j'ajoute le tag de rendu qui est ici, et dans ces propriétés, les propriétés du tag, ici je coche, dans propriété je coche composition avec le fond. Ça indique à Cinema 4D que le sol doit être un élément de composition avec l'arrière-plan. Donc là si je fais un rendu, en fait ici on n'a plus la ligne d'horizon, parce que Cinema 4D mélange les deux, il efface la ligne d'horizon. Je suis repassé ici sur la vue de la caméra. Ici le cube,
ça pourrait être un objet beaucoup plus évolué, hein. Forcément, là j'ai pris des formes simples, mais ça pourrait être des formes beaucoup plus complexes. Le cube a des angles droits à 90 degrés, c'est un cube. Seulement, dans la vraie vie, dans la nature, il n'y a pas d'angle à 90 degrés parfait. C'est-à-dire que si on regarde vraiment de près, en grossissant vraiment, les angles à 90 degrés sont toujours un peu arrondis quand même. Même un couteau, le tranchant du couteau, si on zoome dessus suffisamment, à un moment donné, on voit que c'est arrondi. Parce que l'angle le plus fin possible n'existe pas vraiment. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un biseau sur le cube. En faisant ça, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que la lumière, en fait, va s'accrocher bien mieux sur les bords et puis donner un effet un peu plus joli que si c'était vraiment tranchant, comme c'est impossible en vrai. Donc ici, je sélectionne le cube et je vais cocher simplement biseau. Alors quand c'est un objet autre qu'un cube, forcément, il faut faire des biseaux à la main avec le couteau, avec les outils d'extrusion, etc. Ici, c'est un cube, c'est une forme primitive. Donc je sais pas trop m'embêter, je coche biseau et je vais ajouter un biseau, on va dire de 5. Voilà, je vais laisser la subdivision à 5. Je pourrais la baisser à 3, mais 5 ça va aller quand même. Donc ici en fait, voilà, les bords sont légèrement arrondis, ce qui rend un petit peu mieux. Ici, le seul éclairage qu'il y a dans la scène, c'est l'éclairage par défaut de Cinema 4D. Quand vous allez dans les propriétés, ici, dans les options, ici, là, éclairage par défaut, c'est coché. Ça, c'est l'éclairage que Cinema 4D ajoute à la scène, qu'on ne voit pas, hein, mais qu'il ajoute à la scène, quand ici on n'a mis aucune source de lumière. Donc si vous voulez pas du tout de lumière dans votre scène, il faut désactiver cet éclairage par défaut. Mais à partir du moment où vous ajoutez une lumière dans la hiérarchie d'objets, cet éclairage par défaut est désactivé d'office. Ensuite, on va retravailler un peu les textures. Alors le sol, on va prendre une texture, alors on va retirer la spécularité, parce qu'en fait le sol est tout droit, l'arrière-plan est tout droit, donc il n'y a pas d'arrondi, donc pas besoin de spécularité. La couleur, ici je vais prendre un gris. Alors qu'est-ce que je vais prendre comme gris? On va prendre un gris du type 45, 45, 45. Voilà, ce qui nous fait un gris assez sombre. Peut-être un peu plus clair. 46, 46, 46, 46. Voilà. Je vais aussi ajouter un peu de réflexion, parce que tant qu'à faire... Alors j'aurais pu prendre une couleur blanche à la place d'un gris, à prendre un gris très clair. Moi j'aime bien une couleur un peu sombre ici. Donc une réflexion, pas beaucoup de réflexion, on va mettre, on va dire 70. Voilà. Et puis, alors, si je fais ça déjà... 70 c'est beaucoup trop. Hein. 20, une vingtaine, 20%. Oui, 10%, allez. 10%, 10% c'est bien. Et comme j'ai une configuration assez puissante, enfin suffisamment, je vais ajouter ici 10% de dispersion. Si vous avez une configuration un peu juste, si votre ordinateur n'est pas assez puissant, si vous pensez que le rendu va être long, ne mettez pas de dispersion, laissez-le à 0%. Il faut savoir, je l'ai déjà expliqué dans le tutoriel sur l'optimisation des rendus, que ici, même si on met que 1% de dispersion, ça augmente énormément le temps de rendu. Donc ici, cette valeur-là, il faut l'utiliser que si vous êtes sûr que ça en vaut le coup et puis que votre ordinateur est capable de faire le rendu assez vite. Ici, moi, j'ai comme un Core i7, un bon processeur et tout, ça devrait aller bien. Donc ici, 10% c'est bien. En fait, ce que ça fait, ce petit effet de dispersion, je vais essayer de montrer ça de plus près. Alors, on va zoomer là-dessus. Et je vais augmenter l'intensité temporairement. Si je mets ici 0% de dispersion et que je fais un rendu, vous pouvez voir qu'ici, le reflet dans le sol est très net. Et il est net d'ici de la base du reflet jusque bien plus loin dans la réflexion. C'est très net, c'est exactement la même chose. Si je mets ici de la dispersion, 10%, en fait, le reflet va être net à la base, et plus on va avancer dans la réflexion, plus il sera trouble.
ce que ça donne, voilà. Ici, c'est net à cet endroit ici, et plus on avance loin dans la réflexion, plus c'est flouté, plus il y a un peu de grain, etc. En fait, la réflexion se disperse. C'est comme s'il y avait en fait une sorte de relief sur le sol, une sorte de grain qui fait que on voit pas aussi net loin dans la réflexion. Donc c'est juste ce petit effet là, ça donne des effets un peu plus réalistes dans les réflexions, mais ça bouffe énormément de temps de rendu. Donc ici j'avais mis 10, donc là c'est bien. Bon, on peut peut-être mettre ici 15, voyons ce que ça donne avec 15. Ouais, 15 c'est pas mal. Donc ça c'est ma texture du sol. Il me faut aussi des textures sur les objets, donc j'ai ajouté ici une texture objet, je vais l'ouvrir. Alors qu'est-ce que je vais faire dessus? Je vais laisser la spécularité, parce que comme je vais mettre de la réflexion dessus et que ce sont des formes un peu plus compliquées que le sol et l'arrière-plan, la spécularité est quand même assez importante. Dans la couleur, on va aller choisir un gris aussi. Alors un gris clair, peut-être pas celui-là, plutôt quelque chose comme ça. 210, 210, 210, ça a l'air d'être bien. Je valide. Là, on a ce gris-là. J'ajoute aussi de la réflexion, donc je coche réflexion. Ici, on n'a pas besoin d'autant de réflexion, mais on en veut plus quand même que sur le sol, donc on va mettre plutôt quelque chose comme 80, 85, 70. 70, ça a l'air pas trop mal. On voit quand même les formes dedans, la réflexion, donc c'est pas mal. Je laisse la spécularité de base ici, mais normalement ça se travaille en fonction en fait de la matière que vous voulez créer. La réflexion ici, on pourrait ajouter un Fresnel si on voulait, ici. Fresnel, mais là je vais pas le faire parce que je veux bien voir les réflexions. Le Fresnel va en fait accentuer les réflexions sur les côtés, sur les contours, et les diminuer en fait sur le centre. C'est-à-dire que tout ce qui est de face sera moins réfléchi que ce qu'il y a sur les côtés. Ça donne un effet un petit peu mieux sur les formes très arrondies. Ici, pas de dispersion, je vais laisser ça comme ça. Donc quand je fais ça ici, on voit bien que le cube se reflète ici dans la sphère. Mais là, je n'ai pas d'éclairage, j'ai toujours l'éclairage de base de ma scène. L'éclairage, c'est très important. Si vous avez modélisé une scène, vous avez passé un temps fou à la modéliser, vous l'avez fait nickel, c'est-à-dire que votre maillage est exceptionnel, on ne peut pas faire mieux. Si vos textures sont magnifiques, sont vraiment géniales, si là aussi on peut pas faire mieux, et que vous foirez votre éclairage, eh bien votre scène sera foirée. Simplement parce que l'éclairage, c'est-à-dire la lumière et les ombres, comptent énormément dans la qualité d'un rendu. C'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère, c'est vraiment quelque chose de très important. Alors, beaucoup prennent des setups d'éclairage sur internet, sur YouTube, tout ça, ils les appliquent à leur scène et puis disent ça y est, c'est bon, c'est fait, j'ai mis un éclairage type pro, etc. Donc c'est parfait. Non, c'est pas vrai parce qu'en fait, les setups d'éclairage c'est très bien, mais il faut savoir ce qu'ils font, ces setups, il faut savoir ce qu'ils font et il faut savoir les utiliser. Souvent il y a des réglages. Il y a des réglages, il y a des lumières à déplacer, c'est des choses qui sont assez importantes. Alors, l'illumination globale aussi, souvent les gens utilisent l'illumination globale en se disant j'ai mis l'illumination globale, j'ai pas besoin d'ajouter de lumière ici, j'ai mis un rendu studio, etc. Et c'est parfait. Et non, en fait, c'est pas parfait. D'abord, ça va plomber autant de rendu, et l'illumination globale, même si c'est très bien sur certaines scènes, c'est pas forcément bien pour tout. Parfois, il vaut mieux ajouter quelques sources de lumière et gérer l'éclairage soi-même plutôt que de laisser en fait l'illumination globale gérer le tout. Donc l'éclairage le plus simple à mettre en place, celui qui est conseillé pour les débutants, c'est l'éclairage à 3 points. Ce que je vais dire est valable autant pour le cinéma, le théâtre et la photographie que pour la 3D. C'est-à-dire que c'est la même méthode qui est utilisée pour tout ça. Quand vous prenez une photo, généralement, une photo un peu professionnelle,
un photographe pro qui va prendre une photo, il va s'arranger pour que la lumière soit bien sur la photo. Généralement, il a plusieurs projecteurs, il a des différents appareillages, des accessoires, etc. pour justement contrôler un petit peu la façon dont la lumière se comporte sur la chose qu'il va photographier. C'est pareil au cinéma, quand on filme une scène, on va s'arranger pour que l'éclairage arrive de tel ou tel endroit, que ça éclaire de telle façon sur tel côté, etc. Que les ombres soient de telle ou telle façon. Et c'est très important. Et tout ça, c'est généralement les mêmes choses, les mêmes principes qui sont mis en place. Et l'éclairage à 3 points en 3D reprend simplement ces principes. Donc en fait, on appelle ça éclairage à 3 points parce qu'on utilise 3 sources de lumière. C'est le minimum. Une source de lumière qui sera la source principale, la lumière principale, qui va éclairer en fait la scène. Généralement, on la place à peu près au même niveau que la caméra, un peu en hauteur. C'est pas absolu. C'est-à-dire que si votre scène est censée être éclairée par un feu de cheminée, forcément, vous n'allez pas mettre la lumière en hauteur. Vous allez la mettre au niveau de la cheminée. Mais parfois, il faut savoir un peu tricher. Dans la 3D, dans le cinéma, dans le théâtre, dans la photo, il faut savoir tricher. Il faut savoir en fait arranger un peu les choses de manière à ce que ça fasse joli visuellement et pas forcément réaliste. Quand au cinéma on voit une voiture qui tombe d'un ravin ou d'une falaise, quand la voiture arrive en bas, quand elle s'écrase en bas, elle explose. Souvent c'est ça, la voiture tombe du ravin, elle explose, ça fait plein de fumée, plein de feu, etc. Alors qu'en fait, dans la vérité, une voiture qui tombe dans un ravin, elle arrive en bas, elle tombe, mais elle explose pas. Ça sent l'essence et tout, mais ça explose pas, parce que ça explose pas aussi facilement une voiture. Donc il faut tricher un petit peu pour que visuellement ça soit plus joli. Dans l'éclairage, c'est pareil, on va tricher un petit peu. Donc votre éclairage principal, vaut mieux le mettre au niveau de l'élément qui est censé éclairer votre scène, mais s'il n'y a pas vraiment d'élément qui est censé éclairer la scène, vaut mieux mettre cet éclairage un petit peu en hauteur. Généralement, par rapport au centre de la scène et à la caméra, c'est-à-dire que je vais prendre celui-là, ici le centre de la scène, ici j'ai la caméra, ça me fait ici une horizontale, une ligne d'horizon, ici j'ai une diagonale, et la lumière va être placée à peu près au même niveau que la caméra, mais seulement avec un angle de, on va dire, entre 35 et 45 degrés, par rapport ici au centre de la scène et à l'horizon. 35 et 45 degrés. On va voir ça juste après. Il faut aussi que cette lumière génère des ombres. C'est la lumière principale, c'est celle qui va générer les ombres dans la scène. Et les ombres ne doivent pas être trop fortes, mais ne doivent pas être trop faibles non plus. Donc il faut trouver le bon compromis. Et cette lumière ne suffira pas à elle seule. Donc ça, c'est la lumière principale. Ensuite, on va y ajouter une deuxième source de lumière, qui elle va venir pour éclairer en fait les zones d'ombre qui seront créées par la lumière principale. Parce que la lumière principale va créer trop d'ombre, justement. Ça va trop accentuer les contrastes lumière-ombre. Donc cette seconde lumière va venir justement pour compenser ça. Généralement, on la place un peu plus bas que la lumière principale et de l'autre côté de la caméra. C'est-à-dire que si ici j'ai ma caméra, je vais prendre celui-là, j'ai ma caméra ici, si je mets ma lumière principale ici, ma lumière secondaire sera plutôt de ce côté-là. Et si je mets la lumière principale de ce côté-là, ma lumière secondaire sera plutôt de l'autre côté. De manière en fait à compenser vraiment l'angle. Ensuite, une troisième source de lumière, parce que c'est vraiment l'éclairage à 3 points, c'est une lumière de contre-champ, c'est-à-dire une lumière qui sera placée derrière les objets, donc face à la caméra, plutôt derrière les objets, assez caché, et un petit peu en hauteur, de manière à éclairer l'arrière des objets, ce qui est un peu inutile, mais bon, non, pas vraiment, mais surtout le contour des objets, c'est-à-dire le dessus en fait. En quelque sorte, essayer de rajouter en fait un petit halo lumineux sur le dessus des objets.
Désolé. Donc, on va voir ça tout de suite. On va commencer par ajouter notre lumière principale. Alors, je vais la mettre soit ici, je sais pas. On va commencer par ajouter une lumière. Alors ici, dans Cinema 4D, on a plusieurs sources de lumière. La lumière omni, c'est-à-dire la lumière classique. On a les spots avec visée, l'éclairage de surface, la lumière infinie, le soleil, et l'éclairage IES. L'éclairage IES, c'est un éclairage qui permet de reprendre en fait les données IES d'une source de lumière. Si vous allez sur les constructeurs des ampoules par exemple, des sources de lumière, vous trouverez peut-être des données IES dans les trucs techniques, dans les caractéristiques techniques. Ce sont des valeurs d'éclairage. Et l'éclairage IES permet justement de reprendre ces valeurs pour recréer exactement la même chose que l'ampoule originale, que l'ampoule réelle. C'est bien pour les éclairages, pour les scènes qui sont censées être très réalistes. Pour le compositing par exemple, ce genre de choses. Mais comme je l'ai dit, il faut savoir tricher. Il faut savoir tricher assez souvent. Et donc, c'est bien pour les éclairages réalistes, mais c'est pas forcément bien pour faire de la bonne mise en scène. Parfois, il faut plutôt jouer avec un peu forcer certains éclairages, un peu en diminuer, etc. Et voir plutôt ce que ça donne visuellement. Donc ici, je pourrais utiliser une omni, et l'omni éclaire dans toutes les directions. C'est juste un point lumineux. C'est pas toujours pratique à utiliser. Ce que j'aime bien, c'est l'éclairage de surface. Parce que l'éclairage de surface, j'ai fait un tutoriel dessus, qui est toujours disponible, vous pouvez le voir sur la chaîne YouTube. Éclairage de surface, je crois que ça s'appelle. Et donc, on peut lui donner la forme qu'on veut. Il y a pas mal de réglages de plus que les autres lumières. C'est une forme d'éclairage qui est facile à gérer, facile à contrôler. Bref, c'est le truc que je conseille en fait quand on débute, et puis même après, c'est vraiment le truc pratique. Donc j'ajoute un éclairage de surface. Alors ici, je prends dans la vue, on voit ça ajoute ici un rectangle qui est lumineux, ça éclaire des deux côtés, et vous voyez au centre, ici j'ai une coupure noire parce qu'en fait la tranche de l'éclairage de surface n'éclaire pas. Ça éclaire d'un côté, de l'autre, mais ça éclaire pas sur la tranche. C'est une petite chose à savoir. Donc cet éclairage de surface va devoir éclairer ma scène. Donc je veux que cet éclairage de surface soit toujours tourné vers la scène. Pour ça, je vais ajouter un neutre dans ma scène qui va me servir d'élément de cible. C'est-à-dire que je vais m'arranger pour que toutes mes lumières ciblent cet objet. Donc j'ajoute un neutre que je vais appeler cible de la lumière. Voilà, cible de la lumière. On peut l'appeler autrement. Et l'éclairage de surface ici, je vais faire un clic droit dessus, propriété Cinema 4D, j'ajoute le tag cible. Et dans les propriétés du tag cible, ici je peux indiquer une cible et j'indique forcément le neutre, cible de la lumière. On voit que l'éclairage de surface a s'est tout de suite tourné de manière à ce que l'axe bleu, l'axe Z, la flèche bleue ici, soit tourné vers le neutre cible de la lumière. En fait, ce tag force l'objet sur lequel il est placé à tourner son axe bleu vers l'objet que l'on indique ici. Donc là, vers la cible de la lumière. Cette lumière-là, maintenant, je peux la déplacer comme je veux. Elle sera toujours tournée vers le neutre cible de la lumière. Ce neutre, d'ailleurs, pour le repérer un peu mieux, parce que là, c'est juste un point, on voit que dalle. Donc, on va lui donner un affichage un petit peu mieux. Je le sélectionne, ce neutre. Et ici, dans affichage, à la place de puce, je vais mettre sphère. Alors, c'est tout en bas, ça sort de la capture. Je vais essayer de montrer ça quand même proprement. Voilà. Ici, sphère. Sphère, ça fait une toute petite sphère. Ici, on a le rayon de la sphère, on va mettre ça à 100 cm. Ça fait une sphère plus grande. Et ici, orientation à la place de caméra, ce qui indique en fait que la sphère est toujours tournée vers la caméra. À la place de mettre XZ, comme ça, elle sera placée sur le plan XZ. Voilà, ça fait une sphère. Une sphère qui est vidée, c'est comme une sphère en spin. C'est-à-dire que si je cache en fait mes objets, voilà, et que je cache le sol, on voit que ça fait effectivement une sphère. Cette sphère, qui est pas rendue, c'est juste la forme du neutre. Ici, toujours dans les propriétés du neutre, je vais lui donner une couleur à cette sphère. Je vais dans base, couleur d'affichage, ici je vais mettre activé,
Et ici, je peux choisir une couleur. Je vais prendre du orange. Orange qui ressort bien, histoire de bien la reconnaître. Quand je désélectionne tout, on voit que ça fait une sphère orange. Je remets mes objets visibles. Voilà, donc là, en fait, j'ai la cible de la lumière que je peux déplacer, et ça, en fait, ça déplace, ça fait tourner les lumières qui seront tournées vers cette cible. Donc la lumière ici, principale, comme je l'ai dit, je vais la mettre plutôt en hauteur de ce côté-là. Plutôt de ce côté-là. Voilà, donc sur la caméra est ici, je la mets à peu près au niveau de la caméra, à peu près comme ça, et je vais la monter en fait de manière à ce que ici, vous voyez, je la sélectionne, ici la rotation P est à moins 10 et quelques. Si je monte cette lumière, ça va augmenter, et je vais m'arranger pour que ça soit entre 35 et 45. Alors quelque part comme ça. Peut-être un tout petit peu plus haut. Il faut jongler avec toutes les vues afin de bien la voir. Comme ça. On va dire à peu près la 38. Donc si je vais maintenant ici sur ma caméra, et que je fais un rendu, j'ai la lumière qui éclaire comme ça. Ici, il n'y a pas d'ombre. Il n'y a pas d'ombre, c'est pas bon, parce que l'ombre est quand même quelque chose d'assez important dans le travail sur la lumière. Donc je vais ajouter de l'ombre. Je sélectionne ma source de lumière, et ici, dans ses propriétés, dans généralité, dans ombre, à la place de 100, je vais mettre masque d'ombre, ombre diffuse. On peut également utiliser adaptative, ce qui est très bien. Les ombres adaptatives donnent un rendu de meilleure qualité, plus proche de la réalité, mais seulement c'est plus long à calculer. Pour le moment, on va prendre les ombres diffuses. Je fais un petit rendu, et là on a donc une ombre qui s'ajoute, et on a donc la lumière qui est bien placée. L'ombre, comme vous voyez, elle est très sombre. Elle est vraiment très sombre. C'est-à-dire que ici on a la partie éclairée qui est très éclairée, la partie sombre qui est très sombre. Je vais déplacer un petit peu ma lumière, comme ça. Essayer de m'arranger pour pas qu'elle soit trop près de la caméra. Ça me semble un petit peu mieux si je la mets peut-être un peu comme ça. Bref, c'est vraiment au coup d'œil qu'il faut voir. Il faut jongler en fait avec un peu tous les réglages. Voilà. Pour essayer d'avoir le rendu qui vous plaît. On peut aussi forcément bouger. En fait, ici c'est surtout ça qui me plaît pas. De façon dont il est éclairé, voilà, comme ça c'est mieux. Ici en plus on voit mieux ce que je voulais dire, c'est-à-dire l'ombre. Donc ici on a l'ombre qui est très sombre, qui est très noire. En fait, les lumières, on peut gérer leurs ombres. Ici bien sûr on peut indiquer masque d'ombre, mais ici on a un onglet ombre. Je le sélectionne cet onglet, et j'ai ici les propriétés en fait de l'ombre. Il y a des petites choses qu'on peut changer. Par exemple, la densité de l'ombre. Ici, par défaut, elle est à 100%. C'est-à-dire que l'ombre qui est noire est très foncée, très sombre. On n'arrive pas à voir facilement à travers. Or, dans la nature, dans la réalité, même quand on regarde l'ombre d'un objet, on arrive quand même à voir la couleur qui est en dessous. On arrive quand même à voir la texture de l'objet sur lequel l'ombre est posée. C'est-à-dire que la densité ici à 100%, c'est un peu trop. Il faudrait mieux baisser ça un petit peu. Ici, je vais le baisser à 95%. Ce qui fait que quand je fais mon rendu, l'ombre est un petit peu moins foncée. Ici, ça se voit pas énormément parce que le sol est foncé. Mais sur le cube ici, ça se verra un petit peu mieux déjà. Et en règle générale, ça fait mieux. Ensuite, ici, on a la couleur. La couleur, c'est la couleur de l'ombre. Alors on peut s'amuser avec ça, si vous voulez des ombres rouges. On peut faire des ombres rouges dans Cinema 4D, il n'y a aucun problème. Mais par défaut, c'est sur du noir absolu. Et il y a une chose que l'on sait en 3D, c'est que le blanc absolu et le noir absolu, ça ne rend pas une scène crédible. C'est-à-dire que dans la réalité, encore une fois, le blanc absolu et le noir absolu, c'est très rare de les rencontrer. C'est-à-dire que le noir est généralement toujours un peu gris foncé, et le blanc est toujours un peu gris clair. Il n'y a pas vraiment du blanc blanc et du noir noir, il y a toujours un petit quelque chose qui change. Donc ici, je vais pas prendre du noir absolu, je vais aller plutôt vers du gris foncé. Donc c'est-à-dire que si je remonte en fait ici le petit plus de sélection de couleurs, au lieu de le mettre dans le coin tout en bas, je le mets un tout petit peu plus haut.
Oh, pas besoin qu'il soit beaucoup plus haut, il faut juste que ici ça soit un peu plus clair. Et quand je fais mon rendu, en fait, l'ombre sera un petit peu plus claire. Elle sera pas noire, elle sera un petit peu plutôt un peu plus gris foncé. Ensuite, ici on a le masque d'ombre. Ça, c'est quelque chose d'assez important. Le masque d'ombre, plus ici vous avez des valeurs petites, plus l'ombre ici est floue. Ça, c'est très pratique parce que des fois on a besoin d'une ombre très floue, mais des fois on a besoin d'une ombre très nette. Et donc ici, en augmentant ça, si je mets par exemple 1500, je fais un rendu, vous pouvez voir qu'ici l'ombre est très tranchée, très nette. Si au contraire je mets 250, vous pouvez voir qu'ici l'ombre est très floutée. Donc il faut trouver le bon compromis, en sachant que ça, plus vous l'augmentez, plus ça demande de la mémoire vive, de la RAM. Donc il faut que votre ordinateur ait suffisamment de RAM, votre configuration ait suffisamment de RAM pour pouvoir gérer ça. Vous pouvez voir ici que la quantité de mémoire utilisée, par exemple si je prends 250 par 250, pour cette scène-là, ça m'utilise 3 mégas. Si je mets ici 1750, ça m'utilise 147 mégas. Oui, ça fait quand même une grosse différence. Il faut trouver le bon compromis. 750 par 550, ça me fait 27 mégas d'utilisation. Ici, j'ai une ombre qui est pas trop floutée, qui passe bien. Jusque là, je suis content. On peut monter ça ou le diminuer suivant le type d'ombre que l'on veut. Si on veut que ça soit plus diffus ou au contraire plus net. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez important. À savoir que vous pouvez ici mettre personnalisé et entrer vous-même ici les résolutions. Vous aurez la première résolution et la seconde. Il y a des petites astuces qui permettent en fait de trouver les bons compromis et de se rapprocher d'un éclairage adaptatif. Mais bon, ici on va garder ça comme ça. Je mets 750 par 750. Ici on a le biais. Le biais mange beaucoup autant de rendu. Ce que vous pouvez faire, c'est le décocher, simplement, et augmenter ici le masque d'ombre. Comme j'ai déjà augmenté le masque d'ombre, c'est bon. En faisant ça, on compense en fait le fait que le biais est coupé. Le biais, ça va justement être justement ce petit effet ici flouté. Donc en fait, en décochant le biais et en augmentant le masque d'ombre, j'arrive à compenser le truc et le rendu est moins long, mais à peu près de la même qualité. Donc c'est un petit truc à savoir, un petit conseil que je donne. Donc décocher le biais et ici augmenter le masque d'ombre. C'est pas obligé, c'est après je vous conseille d'aller voir la documentation sur ces informations de Cinemakadé. Pour ça il suffit de cliquer dessus, vous sélectionnez l'élément que vous voulez, des informations dessus, vous faites CTRL F1, ça vous affiche l'aide interactive de Cinemakadé et vous avez toutes les informations dessus avec généralement des exemples et tout. Donc voilà, donc là j'ai fait un truc qui est pas trop mal je pense. Ça c'est pour les ombres diffuses, d'accord? C'est bien pour les ombres diffuses. On a un autre type d'ombre que vous pouvez ici, on a vu qu'on a ombre diffuse, rétresse, ombre franche, ça c'est pour des ombres calculées qui sont très franches, très coupées, je les conseille pas. Et ici les ombres adaptatives, c'est un petit peu un mix entre les deux, c'est-à-dire que on va le sélectionner et j'ai fait un rendu. Ici, vous voyez que l'ombre est très tranchée sur le beurre, parce que c'est tout près de l'élément qui fait de l'ombre. Et plus on va loin dans l'ombre, plus ça devient flou. Je sais pas si sur la capture ça se voit beaucoup. Ce qu'il faudrait, c'est peut-être que je fasse comme ça. Comme ça. Ça se voit un petit peu mieux. Ici, comme c'est tout près de l'objet, l'ombre est très franche. Et ici, comme c'est plus loin de l'objet, l'ombre est floutée. C'est ce que fait l'ombre adaptative. L'ombre adaptative s'adapte en fait à la distance entre l'objet et l'ombre créée. Dans la lumière ici, donc je l'ai changé ici, adaptative, mais si vous allez dans l'onglet ombre, vous pouvez aussi le changer ici. Vous voyez, je peux basculer sur ombre diffuse, avec les réglages qu'on a fait il y a quelques instants avant, et je peux aussi changer sur ombre adaptative pour basculer sur l'autre type d'ombre. Ici, ombre adaptative, donc, vous voyez que c'était fait. On peut aussi changer des choses. Alors ici, on peut toujours changer la densité, la couleur de l'ombre. Et ici, on a la précision. La précision, justement, de l'ombre. Ce que je conseille, par défaut, c'est 75%. Généralement, c'est bien.
mais sur certaines scènes, ça peut vous poser problème. Si vous voyez que ça fait un peu de grain, si c'est gênant, ce que je vous conseille, c'est de placer ici une valeur entre 80 et 90. 80 et 90. Voilà, et généralement on améliore un petit peu le truc. Mais ça c'est vraiment si vous avez des soucis justement du grain, que vous voyez que ça fait des petits bugs ou des choses qui vont pas. Ici la précision, je vous déconseille de mettre 100. 100 c'est trop, ça va vous augmenter le temps de rendu et puis ça n'ajoutera pas mieux. Donc c'est 80-90 c'est bien. Sinon vous laissez 75 si vous n'avez pas de soucis. Et si ça passe bien, il n'y a pas de problème. Ici on va garder des ombres diffuses nous. Voilà. C'était bien. Assez flou même ici. Mais c'est bien quand même. Ici j'utilise un éclairage de surface. Comme on l'a vu. Je vais passer en vue comme ça. Sur la caméra. Donc ici j'ai l'onglet détail. Et ici, à surface, on est réglé sur le rectangle. C'est la base du truc. C'est-à-dire qu'ici, ma forme de mon éclairage de surface, vous voyez, c'est un rectangle. On peut changer cette forme-là. Si vous voulez une autre forme, vous pouvez ici choisir un disque. Ça devient un disque lumineux. Vous pouvez choisir une ligne, une sphère, un cylindre. Et même ici, objet spline. Vous sélectionnez objet spline. Ici, vous pouvez indiquer un objet polygonal que vous avez modélisé, ou une spline que vous avez tracée. Et donc c'est cet objet polygonal ou cette spline qui va servir pour émettre la lumière. C'est un des gros avantages de l'éclairage de surface. Je l'ai expliqué dans le tutoriel sur l'éclairage de surface. C'est très bien parce que ça permet par exemple de faire facilement un effet de néon. Ça permet facilement de faire une lumière qui va englober toute la scène par exemple, ou qui va passer dans des endroits où normalement c'est plus difficile de faire passer de la lumière. Donc ici j'ai besoin de garder en fait une forme de rectangle, donc je laisse rectangle, et ici, chose qui est importante, on peut afficher la lumière au rendu et afficher dans les réflexions. Afficher la lumière au rendu, ça va simplement rendre cette lumière visible, c'est-à-dire qu'ici, si je passe dans cette vue-là, je fais un rendu, ici la lumière est là et on la voit pas. Si je coche afficher au rendu et que je fais un rendu, ici on peut voir la lumière qui s'affiche. Ça fait un rectangle blanc lumineux. Ça, c'est très bien parce que souvent, ceux qui prennent sur internet des réglages, des setups de réglage studio, cherchent justement à recréer en fait des panneaux lumineux blancs. Et ici, on n'a pas besoin de recréer des panneaux, on a juste à cocher une icône, cette option, et puis la lumière est visible. On n'est pas obligé de rendre la lumière visible pour la voir en fait dans les reflets, parce que ça sert généralement à ça. Ici, il suffit de cocher, afficher dans les réflexions. Donc ici, au rendu, elle n'est pas visible, mais par contre, si je me mets dans cette vue-là, ici, le petit point, c'est ma lumière. Alors on la voit pas beaucoup, on va s'arranger pour qu'elle soit un peu plus grande pour mieux la voir. Donc je vais sélectionner ma lumière, et ici dans détail, toujours, dans l'onglet détail, j'ai taille X, taille Y, c'est en fait la dimension de ce rectangle. Faire ça, comme ça. Ici les petites poignées, vous voyez, si j'en agrandis un, ici on voit que ça a énormément agrandi la taille en X. Donc là on peut choisir un petit peu la forme qu'on veut, la dimension qu'on veut, alors je vais mettre 800, 600 je pense. Voyons ce que ça donne dans cette vue-là. Ici, j'ai le petit carré qu'on voit, c'est la lumière en fait qui se reflète. Elle n'est pas visible dans la scène, mais on la voit dans la réflexion. Donc ça c'est bien, c'est ce que généralement on cherche quand on veut essayer d'installer un rendu studio, on essaye d'avoir justement les reflets des lumières dans les matières. C'est pas toujours utile, mais ça peut rendre bien. Donc ici, là on est toujours sur la lumière principale. J'ai donc gérer les ombres, j'ai donc créé la lumière, etc. Ça éclaire bien, mais là j'ai toujours une ombre qui est très sombre, et puis c'est un peu fade, c'est-à-dire qu'il manque quelque chose. Parce qu'en fait là on a utilisé qu'une seule lumière, et on est sur une méthode d'un éclairage à 3 points. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va créer une deuxième source de lumière. Je vais pour ça simplement dupliquer ma lumière principale, alors je vais l'appeler lumière principale. Alors en anglais,
généralement, ce type de lumière s'appelle Key, K-E-Y. Voilà. Je vous donne le terme anglais. Si vous regardez des tutoriels en anglais, ça va vous permettre de les comprendre. Et si vous téléchargez des fichiers en anglais et qu'il y a un éclairage à 3 points, vous comprendrez aussi. Key, qui veut dire clé. La deuxième, donc je vais la dupliquer. Donc CTRL-C, CTRL-V par exemple, ou un clic déplacé. Clic CTRL déplacé. La deuxième, ça va être la lumière secondaire. En anglais, on l'appelle fill. F-I-2-L, qui veut dire remplir. Ça sert justement à remplir un petit peu les ombres. Cette lumière secondaire, alors, ça crame tout parce que là ça double en fait la puissance de ma lumière principale, on va jouer avec les intensités après. On va changer les intensités des lumières. Cette lumière secondaire, donc comme j'ai dit, on doit la placer plutôt de l'autre côté de la caméra. C'est-à-dire qu'ici ma lumière principale est ici, ma lumière secondaire, je vais plutôt aller la placer de l'autre côté. Alors vu que j'ai fait un double, il y a toujours le tag cible qui cible toujours la cible de la lumière. Donc c'est parfait. Je la place de l'autre côté de la caméra. Je vais la rapprocher un petit peu de la caméra, parce que là, ça l'a éloignée. Et, chose assez importante, je vais la baisser de beaucoup, de manière à ce qu'elle soit en fait à peu près au niveau de l'objet. C'est-à-dire que si vous éclairez par exemple un personnage, vous allez placer cette lumière-là à peu près au niveau de la tête, du visage. Si c'est un objet, vous allez plutôt le placer au niveau de l'objet. Ce qui est important en fait, c'est d'éclairer les zones que la lumière principale n'éclaire pas. Donc je la place à peu près au niveau de mon objet, à peu près au niveau de la caméra, comme ça. Si je fais ça. Alors ici c'est assez brûlé. Ici on voit toujours le reflet et l'ombre ici. Ça c'est pas ce qu'on veut. Cette lumière secondaire ne doit pas avoir d'ombre. Donc ici, dans ombre, je vais mettre sans ombre. Et dans les détails, je vais simplement décocher l'afficher dans les réflexions. Comme ça, on n'aura pas cette lumière dans les réflexions. On n'a que la lumière principale. Cette lumière secondaire va servir en fait à éclairer cette zone d'ombre et la zone d'ombre qui était ici. Afin justement d'éviter d'avoir des contrastes trop forts d'ombre et de lumière. Alors je vais baisser un petit peu les intensités de mes lumières. Ici ma lumière principale, en généralité, est en 100%. Je vais baisser ça, on va dire à 85%, on va essayer 85%. Je vais faire pareil avec la lumière ici secondaire, je vais mettre aussi 85%. On peut même mettre moins. Il faut pas qu'il y ait trop de lumière, justement. Donc là, ça éclaire bien. Ce que je vais faire, peut-être la déplacer encore un peu, la rapprocher, la déplacer un peu comme ça. Là, ça éclaire bien de ce côté-là, c'est pas mal. On peut la baisser encore un peu, cette lumière secondaire. Voilà, il faut juste qu'elle éclaire, mais pas que ça soit trop. Voilà. On va dire que c'est bon pour cette fois. Donc cette lumière secondaire est une lumière sans ombre. Ici j'utilise aussi un éclairage de surface, je suis pas obligé. Il faut savoir que la lumière principale, ici j'utilise un éclairage de surface, mais ça peut être plutôt un spot, bien que c'est un peu plus chiant à gérer, mais souvent on utilise un spot. Je préfère utiliser un éclairage de surface parce que comme j'ai dit, on peut changer la forme, on peut l'afficher dans la réflexion, etc. C'est bien plus pratique. Mais souvent, on vous conseillera d'utiliser un spot. La lumière secondaire, un éclairage de surface, c'est très bien parce que c'est justement une lumière assez diffuse quand on vous le fait assez grand et puis ça permet d'éclairer vraiment là où on veut. Donc, pas d'ombre dessus. Donc là, pas besoin de s'embêter avec la densité de l'ombre, la couleur de l'ombre, si c'est des ombres adaptatives ou pas. Ensuite, on la place, comme je l'ai dit, de l'autre côté de la caméra, plutôt, afin d'éclairer la partie qui est ombrée par la lumière principale. Ensuite, l'intensité, forcément, vous gérez un peu comme vous voulez. Ensuite, comme j'ai dit, c'est un éclairage à 3 points. Donc il nous manque encore une source de lumière. Là j'en ai que 2. J'ai la key et la fill. La troisième lumière, ça va être la back. C'est en fait une lumière de contre-champ. Alors là encore, je vais prendre encore une fois une lumière, un éclairage de surface. Je vais faire un double de la lumière secondaire.
Voilà. Et je vais l'appeler back. Alors B-A-C-K qui veut dire arrière ou retour. Ah, il n'y a pas de L. Back. Et c'est la lumière de contre-champ. Lumière contre-champ. Cette lumière-là, je vais venir la placer derrière l'objet. Alors, ici, je vais essayer de faire ça bien. Hop. Voilà. Il faut qu'elle soit en fait à peu près face à la caméra. Donc ici, face à la caméra. Plutôt un peu en hauteur. Placée comme ça. Pour savoir comment bien la placer, ce que je vous conseille, c'est de désactiver vos autres lumières. Donc là, je désactive. Et on fait juste un rendu comme ça. Et on regarde ce que ça donne. Alors, c'est une lumière qui ne génère pas d'ombre. Mais cette lumière doit être assez forte. Ici, elle n'est pas assez forte. Donc dans généralité, ici, je vais augmenter ça à 110. Donc je vais plus loin que 100. Voilà. Ici, vous pouvez voir que ça éclaire le dessus de la sphère. Ce que je vous conseille quand vous avez une scène à éclairer avec cette lumière, c'est d'ajouter une sphère dans votre scène, avec un petit peu de réflexion ou pas, c'est pas important. Vous la placez là où il y a votre objet, et vous regardez en fait la réflexion, la lumière sur cette sphère. Ici, vous devez avoir un croissant de lumière. Ici, on voit c'est pas tout à fait ça. Je vais plutôt la rapprocher un peu, la mettre un peu plus haut, comme ça. Alors, je vais essayer de la décaler un peu comme ça. Voilà, ici, vous voyez, j'ai un croissant de lumière, ça fait de la lumière en arrondi au-dessus de la sphère. Quand j'ai cet effet, c'est que c'est bon. Généralement, c'est bon. Après, j'augmente un peu la force. Voilà, ça éclaire assez bien. Après, on fait un peu ce qu'on veut, comme j'ai dit, il faut toujours tricher, il faut toujours s'arranger, c'est très visuel. Chaque scène a son type d'éclairage particulier personnel. Donc ici, j'ai cette lumière qui va venir en fait s'ajouter aux autres. Donc là, je réactive ma lumière principale, par exemple, quand je fais le rendu. J'ai toujours ma lumière, et ici, on voit quand même qu'il y a quand même ces petits effets de lumière qui s'est ajouté, en fait. Et quand je mets la lumière secondaire en plus, ça m'éclaire sur le côté. J'ai toujours cet effet de lumière ici en plus, donc ça permet de faire ressortir un petit peu la forme. Donc ma lumière principale éclaire la scène, la lumière secondaire va éclairer plutôt l'ombre ici. L'ombre ici et ici, l'ombre s'il y a des petits détails, tout ça, ça permet d'éclairer dans les creux, ça permet de remplir de lumière, c'est pour ça que ça s'appelle fill, remplir, de remplir de lumière en fait tout le truc. Mais il faut pas que ça soit trop fort pour pas rendre l'image fade, il faut pas que ça atténue les contrastes. Il faut qu'il y ait quand même un petit peu de contraste, mais pas trop. Ça sert de contrebalancer en fait les contrastes de la lumière principale, mais il faut pas les annuler complètement. Et la lumière back, donc la lumière de contre-champ, va servir en fait à éclairer le contour depuis l'arrière. Par exemple, si c'est un visage, ça va permettre d'éclairer un peu la chevelure et d'avoir un effet un petit peu d'halo lumineux dans les cheveux, etc. C'est quelque chose qui est très bien, ça rend généralement très bien. Ici, sur les formes très arrondies, ça passe bien. Sur les formes plus rectangulaires, ça se voit moins forcément. C'est pour ça que je vous conseille de prendre une sphère, vous la mettez dans votre scène, une sphère que vous retirez après, hein, mais vous la mettez dans votre scène et vous cherchez justement à avoir cet effet de croissant de lumière que l'on peut voir quand on désactive des autres lumières. Vous voyez, c'est cet effet ici lumineux qui permet, alors, même s'il n'y a pas de réflexion sur la sphère, normalement on doit le voir, ce croissant, vous voyez, on le voit très bien ici. Il descend un peu trop de ce côté-là par rapport à ce côté-là. C'est pas gênant, ça il faut jouer un petit peu. Je pourrais bouger un petit peu la lumière, mais là on voit bien cet effet de lumière sur la sphère. C'est pour ça que dans les studios photo professionnels et sur les studios cinéma, des fois on voit un type qui se balade avec une sphère au bout d'un bâton. Généralement c'est pour régler les éclairages. Ici c'est pareil, vous prenez une sphère, vous regardez ce que ça donne et puis c'est parfait. Donc je remets les réflexions, je réactive mes deux sphères. Donc là j'ai un éclairage à 3 points qui est fait. C'est-à-dire qu'ici j'ai éclairé ma scène correctement avec trois lumières. Alors, petite chose à savoir encore, comme j'ai dit, la lumière de contre-champ, généralement on augmente son intensité pour justement
qu'elles viennent un petit peu supplanter la lumière principale pour que cet effet sur le dessus ici se voie. C'est-à-dire que si vous mettez carrément quelque chose de très fort, alors là j'exagère volontairement, il faut que vous voyez, on voie cette lumière par-dessus. Alors ça peut être plus léger, ici 200 c'est beaucoup trop je pense, ça peut être beaucoup plus léger, mais il faut justement avoir ce petit effet qui rend très bien. Cette lumière, si vous voulez, vous pouvez demander à ce qu'elle soit affichée dans la réflexion. Si vous n'avez pas utilisé Fresnel, ça peut donner un petit effet bien. Ici, vous voyez, on la voit. Bon, c'est pas nécessaire. Pareil pour la lumière secondaire, si vous voulez l'afficher dans la réflexion, vous pouvez. Si vous voulez avoir plus de reflets, mettre en valeur les reflets. Mais généralement, la lumière principale suffit. Donc voilà, on a quelque chose comme ça qui est très bien. Ensuite, la lumière secondaire, on peut la remplacer. Là, on était sur l'éclairage à 3 points, c'est fini, c'est fait. Maintenant, la lumière secondaire, si on veut, on peut la remplacer. Je vais peut-être parler d'un truc avant. Oui, avant, petit truc parce que vous risquez de tomber dessus. La méthode de l'éclairage à 3 points, c'est 3 sources de lumière, mais des fois, on vous parle aussi d'éclairage à 4 points. Dans ce cas-là, en fait, c'est la même chose, sauf qu'on rajoute une 4e source de lumière qui éclaire non pas la scène, mais qui va éclairer le fond de votre scène. Quand vous avez par exemple un mur derrière votre scène, pour que justement il soit éclairé, pour pas que les ombres soient trop fortes dessus, on rajoute un point, une source de lumière qui va éclairer, généralement c'est un spot, qui va éclairer le fond, qui va éclairer non pas la scène mais le fond. Ça c'est l'éclairage à 4 points. Mais bon, ça j'en parlerai pas cette fois-là. C'est juste des petites choses en plus. Il faut savoir qu'on peut toujours ajouter des sources de lumière pour rajouter en fait un effet, etc. Donc je disais, ici la lumière secondaire de notre éclairage à 3 points, on peut tout à fait le remplacer. Cette lumière, en fait, comme elle sert simplement à éclairer les zones qui sont dans l'ombre, on peut la remplacer par un dôme de lumière, si on veut. Le dôme de lumière va éclairer toute la scène, tout l'objet, dans toutes les directions, et donc éclairer toutes les zones d'ombre. Il ne faut pas que ça éclaire trop fort, mais il faut que ça soit quand même assez diffus, assez bien contrôlé. Et donc on peut créer un dôme de lumière qui va justement éclairer tout ça. Donc ici ma lumière secondaire, je vais la désactiver, je vais la cacher. On va faire ça pour le moment. Je garde que ma principale et ma lumière arrière. Et donc ici on retrouve des ombres ici trop fortes. Et donc on aimerait bien rééclairer un petit peu tout ça. Donc je reprends ce que j'avais dit dans le tutoriel sur la scène de base, c'est-à-dire créer un dôme de lumière avec MoGraph. Seulement, je vais mettre un petit peu à jour et je vais vous donner quelques conseils. Donc, pour créer un dôme de lumière, on va ajouter une sphère dans la scène. Alors, je vais sortir de la caméra pour qu'on voie bien la scène en entier. Voilà. Cette sphère que j'ai ajoutée, je vais l'appeler dôme. Comme ça, on la reconnaîtra bien. Je la mets tout en bas. Je la sélectionne, c'est un objet primitif, et ici, je vais mettre seulement 7 segments. 7. C'est à retenir, comme les 7 nains, les 7 jours de la semaine, etc., les 7 péchés capitaux. 7. En type, ici, je vais mettre hémisphère. Je veux pas une sphère, je veux seulement une hémisphère, c'est-à-dire une demi-sphère. En rayon, je vais mettre quelque chose de très grand. Alors ici, on va mettre 1000. Désolé. 1000 afin que ça englobe bien toute la scène. Je peux même mettre plus. 1500. 2000 carrément, on va mettre 2000. 2000. Je vais essayer de m'arranger pour que les lumières soient dedans. Alors, la lumière principale est pas dedans. Est-ce que ça va être gênant? Non, je pense pas. Donc voilà, j'ai une demi-sphère de 7 segments, donc ça ressemble plus vraiment à une sphère, mais c'est pas gênant. Je la rends pas éditable. Je la garde en paramétrique, comme ça je peux toujours modifier le nombre de segments et sa taille après. Ça gênera pas. Je vais la rendre invisible. Ce dôme, je vais le rendre invisible. Avant de le faire, je vais montrer pourquoi j'ai fait ça. On va afficher les lignes, voilà. Je vais ajouter un élément MoGraph, un objet cloneur. L'objet cloneur, on le met tout en bas. Je le sélectionne. Dans objet, ici, je mets en mode objet. Donc il va cloner quelque chose sur un objet. Sur quel objet il va cloner des choses? Il va cloner des choses comme objet ici sur le dôme. Donc là, le dôme, je le mets là.
Et qu'est-ce que je veux qu'il clone? Je veux qu'il clone des sources de lumière. Je veux qu'il me mette des lumières à chaque fois qu'il y a un point sur mon hémisphère. Donc il y en a un ici, il y en a un ici, il y en a un ici, un ici, un ici, là, là tout en haut, ici sur le côté, là-bas, etc. Sur toute l'hémisphère, il y a des points, et chaque point, je veux qu'il me clone une lumière. Dans le tutoriel création d'une scène de base que j'avais fait, on avait cloné en fait des lumières simples, des omnis. Oui, seulement l'omni, elle éclaire dans toutes les directions. Elle éclaire également la partie que l'on ne voit pas derrière la caméra. C'est du calcul en trop pour Cinema 4D, c'est gênant. Il y a une lumière qui n'éclaire pas dans toutes les directions, c'est le spot. Le spot éclaire seulement dans la direction qu'on lui indique. Donc je vais plutôt utiliser un spot. J'ajoute un spot à ma scène, et ce spot, je le mets en fond du cloneur. Donc ici, les spots sont clonés sur tous les points de l'hémisphère. Donc là, on voit bien à quoi sert l'hémisphère. Je vais le cacher cet hémisphère en faisant alternate et clic 2 fois ici, une fois, 2 fois. Comme ça, il est totalement invisible, on le voit plus, on l'oublie. Ici, les lumières, les spots, sont tous tournés vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'ils éclairent en fait en dehors de la scène, c'est totalement ridicule, ça nous sert pas. Nous, ce que l'on veut, c'est que ça éclaire la scène. Ça doit remplacer notre lumière secondaire, c'est-à-dire que ça doit éclairer toute la scène uniformément. Donc, je clique ici sur l'objet cloneur, et je vais aller dans Mograph, effecteur, et je vais ajouter ici un effecteur cible. C'est la même chose que le tag cible qu'on a mis sur nos lumières, sauf que c'est un effecteur dont ça joue sur les clones. Donc je l'ajoute. Comme je l'ai ajouté en ayant sélectionné cloneur, si je vais dans cloneur, effecteur, on voit qu'il est bien ajouté ici. Si c'est pas le cas, vous l'ajoutez. Donc ici, mon effecteur cible, je le sélectionne et ici, il me demande un objet cible. Comme pour le tag cible, je lui indique ici mon neutre cible de la lumière. Et donc, tous mes spots ciblent maintenant le neutre cible de la lumière. Si je le déplace, cet objet cible, on voit que les spots suivent. Ce qui est très pratique. Donc je le mets à peu près comme ça, là où il était. Donc là, tous mes spots sont tournés vers le centre de la scène. C'est parfait. Ces spots, il faut les modifier un petit peu. Parce que par défaut, vous voyez, ça fait des petits spots tout fins. Et puis, on a quand même pas mal de réglages qu'on peut faire. D'abord, je veux que ces spots aient une ombre. Donc, dans généralité ici, dans ombre, je vais prendre masque d'ombre, ombre diffuse. C'est important de prendre celle-là parce que l'adaptative va me donner des ombres franches à certains endroits, alors que l'ombre diffuse sera toujours des ombres diffuses. Donc je prends ombre diffuse. Ensuite ici, je vais dans l'onglet ombre, comme on l'a vu tout à l'heure. La densité, non, je vais remettre comme ça. Ici, la densité, pareil, au lieu de 100%, je vais mettre 95. La couleur, comme j'ai dit, on veut pas du noir absolu, on va plutôt aller vers un gris foncé. C'est parfait. Qu'est-ce que je peux faire? Ici, je décoche le biais, comme je l'ai dit. Normalement, quand on décoche le biais, on augmente le masque d'ombre pour compenser. Ici, justement, je ne veux pas augmenter le masque d'ombre parce que je veux que les ombres soient très floues, très diffus. Il ne faut presque pas qu'on les voie. Donc je laisse 250 par 250. Je vais aller dans généralité. Je vais ici diminuer l'intensité. Ici 100% c'est trop. Je pense que je vais mettre ça plutôt à 40%. Voilà, afin que les lumières soient pas trop fortes, que ça ne crame pas en fait toute la scène. Ensuite, je vais retourner un petit peu dans les ombres, voir si j'ai rien oublié, parce qu'après on va me poser des questions. Oui, ici, quelque chose que l'on peut faire aussi. Est-ce que j'explique ça? Non, on va directement aller là-dessus. Ici, dans Détail, vous sélectionnez donc... Où est-ce qu'elle est maintenant mon spot? Ici, le spot, vous allez dans Détail. On n'a pas les mêmes réglages que
que l'éclairage de surface. Et ici on a en fait, comme c'est un spot, on a un cône de lumière, et donc on a un angle interne et un angle externe. Et ici on a utilisé le rayon interne qui est coché. Ici, dans le cas de notre spot, on n'a pas besoin de ça. Le rayon interne ne nous sert pas. Donc ici, je vais simplement décocher, utiliser le rayon interne. Ça évitera en fait d'avoir des rayons de lumière à calculer en plus. Ça sera bien mieux. Et l'angle ici externe, c'est-à-dire l'ouverture en fait, et, quand mon spot est sélectionné, j'ai des petits points comme ça pour changer en fait sa forme, vous voyez, et ça change ici la taille de l'angle, vous voyez. Et si je mets angle interne et que je change ici, vous voyez, ça me rajoute en fait un angle en plus dans le spot. Ça, on n'en veut pas. Donc on décoche là. Et ici donc angle externe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'ouvrir de beaucoup. On va l'ouvrir à 100%. Voilà, donc ça fait des spots qui sont très très ouverts, très grands. Si on regarde de loin, la scène, voilà, ça donne ça. Ça donne des spots très ouverts. Plutôt que les petits spots par défaut. Je reviens en fait ici sur ma scène, je vais faire un petit rendu, on va voir ce que ça donne. Et ici on a l'équivalent de la lumière secondaire, seulement au lieu de l'avoir placé à côté de la caméra, à l'inverse de la lumière principale, on a des spots qui éclairent en fait uniformément toute la scène. On ne voit pas que ces spots génèrent des ombres, mais ils génèrent des ombres quand même. Parce qu'ici on a bien mis ombre diffuse, mais elles sont tellement diffuses, elles sont tellement de basse qualité, tellement floutées qu'on ne les voit pas. Par contre, elles y sont quand même, ce qui fait que sur certains détails, ces petites ombres seront importantes. Ils vont améliorer justement le rendu final de votre éclairage. Donc là, en fait, le dôme de lumière remplace plus ou moins avantageusement la lumière secondaire, parce qu'on n'a pas besoin de s'embêter de savoir où la placer correctement. Ça éclaire bien tous les côtés, ça permet de rendre la scène un peu plus claire. Ici, on n'a pas l'ombre sur le cube. Vous voyez, si je désactive cette lumière-là, et je fais un rendu, ici on a une ombre qui est pas forcément très belle. Si je la réactive, si je mets la lumière secondaire, comme tout à l'heure, on avait retiré cette ombre avec cette lumière secondaire. Si je retire la lumière secondaire et qu'à la place je mets le dôme de lumière que l'on vient de créer, on a également retiré cette ombre pas belle, tout en ayant quand même un éclairage assez diffus. Alors il faut faire attention avec l'intensité de cette lumière, avec les différents réglages d'ombre, pour pas que ça rende la scène fade. Il faut quand même conserver suffisamment de contraste, suffisamment de relief, ici que l'ombre la lumière de contre-champ soit quand même visible, qu'elle ne soit pas mangée par justement la lumière du dôme, parce que ici si j'augmente de beaucoup la lumière du dôme, ça va trop éclairer et en fait on voit plus aussi bien les choses. Alors il faut vraiment s'arranger pour ici trouver le bon réglage. Il faut faire plusieurs essais pour trouver les bons réglages, le bon compromis pour avoir un éclairage propre. Donc ça c'est une méthode pour changer en fait la lumière secondaire par une lumière plus uniforme, on va dire, avec un dôme de lumière. Le dôme de lumière à lui seul est bien, hein. Si vous ajoutez juste une lumière principale, vous aurez quand même quelque chose de bien, mais la lumière de contre-champ rajoute un petit peu plus. Ça, c'est le truc de base. Ensuite, on peut encore aller un petit peu plus loin. Souvent, il faut donner une ambiance à une scène. Ça peut être une ambiance plutôt froide, une ambiance plutôt chaude. J'utilise ces deux mots exprès. Généralement, on fait ça avec des lumières aussi. C'est-à-dire qu'on ajoute une couleur orangée d'un côté, une couleur bleutée de l'autre. La couleur bleutée va donner justement une couleur un peu bleutée à une zone de la scène, ce qui va donner une impression un peu de froid, et puis la couleur orangée va donner une impression de chaleur. Donc comme notre scène est au milieu, ça fait un bon mélange, et ça se passe bien. On peut simuler un truc comme ça. Ça se trouve généralement dans les rendus studio. Ici, ce qu'on peut faire, c'est un petit truc, hein. On ajoute un cercle, qu'on va mettre ici en XZ, donc à l'horizontale. On va le faire très grand. Alors,
1000. On peut mettre un peu plus. 1600. 1600. Je vais ajouter 2 éclairages de surface. Alors je vais d'abord en faire un éclairage de surface. Cet éclairage de surface, je vais lui donner une couleur. On va l'appeler chaud. Ah, si j'oublie le H, ça va pas. Chaud, c'est la couleur qui va donner de la chaleur. Cet éclairage de surface, je fais un clic droit dessus, je vais ajouter dessus un tag cible, comme pour les autres. Et dans le cible, je vais indiquer la cible de la lumière. Et je vais aussi ajouter dessus un tag aligné sur la spline. Et dans le tag aligné sur la spline, sur ses propriétés, ici, spline directionnelle, j'indique le cercle. Le cercle que j'ai créé. Donc la lumière vient se mettre ici sur le cercle. Alors là, c'est un petit peu fouillé, on voit plus rien du tout. Ce que je vais faire, c'est que je vais cacher ça. Je vais cacher ça, ça. Voilà, je cache presque tout. La caméra, elle me gêne aussi. Voilà. Donc ici, vous voyez, on voit bien le cercle. Et donc cet éclairage de surface vient se placer ici. Dans ces détails, on va changer en fait sa dimension. Alors c'est une lumière qui ne génère pas d'ombre. Dans ces détails, ici, on va lui donner une dimension de, on va mettre 400, peut-être 600. 600 par 400. 600 par 400. Dans ces généralités ici, on va lui donner une couleur. Alors je clique sur couleur et je vais aller chercher une couleur un peu orangée. Alors pas orange comme ça. Hein. Dans les oranges comme ça un peu saumon, il faut en fait que ça soit une couleur qui est dans ces environs là. Parce que ce côté-là des couleurs, c'est côté froid. Ce côté-là, c'est le côté chaud. Donc c'est les couleurs un peu plus chaudes. On va mettre ça à peu près comme ça. Voilà. Ce qui fait qu'en fait, ici, cette lumière va générer en fait une lumière orangée. Vous voyez. Et ici, son intensité, on peut baisser ça, si on veut. Alors, là, je vais laisser ça comme ça pour le moment parce que j'ai pas fait la deuxième. Donc ça, c'est fait. Je vais dupliquer cette lumière. CTRL-clic déplacer. Je vais l'appeler froid. Et là, je garde le même réglage et je vais simplement cliquer sur la couleur et aller chercher un bleu. Alors un bleu comme ça. Parfait. Et ici, je clique sur le tag aligné sur la spline du de la deuxième lumière. Et ici, en position, à la place de 0%, je mets 50%. Ce qui va la placer en fait à l'autre côté. Donc d'un côté, j'éclaire en orange, de l'autre côté, j'éclaire en bleu. Vous voyez. Donc maintenant, je vais remettre un peu toutes les lumières. Alors, je vais remettre tout ce que j'avais caché. Voilà. Et le dôme, non, le dôme était caché. Et la caméra était visible. Je me remets sur la caméra. Quand je fais un petit rendu ici, j'ai d'un côté une couleur orangée, de l'autre une couleur bleutée. Et simplement en bougeant le cercle ici, je peux le remonter. Alors, je vais sortir de la caméra pour qu'on voit bien. Ici j'ai une lumière bleue, ici j'ai une lumière orange. Si je monte le cercle, en fait les lumières continuent de rester tourner vers les objets. Je peux faire tourner ce cercle. Voilà. Comme je veux. Alors on va mettre le bleu de ce côté-là et le orange de ce côté-là par rapport à la caméra. Je regarde ici le bleu, ici le orange, la caméra est là. Je mets sur la vue de la caméra. Quand je fais mon rendu, j'ai un côté un peu orange, un côté un peu bleu. On peut toujours venir retoucher un petit peu les lumières. Alors où est-ce qu'elles sont mes lumières? Elles sont là. Ici, chaud et froid. On va diminuer ça. On va mettre ça à 60. Pour que ça soit beaucoup plus léger, voilà. Et ça donne une petite ambiance. Ça permet, parce que comme je l'ai dit, le blanc n'existe pas en vrai, le noir non plus. Donc ici, en fait, ça permet justement de casser un petit peu les choses. On peut changer un petit peu tout ça. Ça, c'est la première façon de faire une ambiance. La deuxième méthode, ça c'est un petit conseil que je donne en plus, puis après on arrivera à la fin de la vidéo. Si on veut donner vraiment une ambiance à une scène, dans le cinéma, puis dans la photo, ils ont des accessoires. Dans le cinéma, surtout,
ils ont des accessoires, ils ont ce qu'on appelle des filtres, c'est-à-dire c'est des petites plaques de verre qui viennent se placer devant la caméra, sur l'objectif de la caméra, et ces petites plaques de verre sont colorées. Elles sont soit un petit peu bleues, soit un petit peu rouges, soit un petit peu vertes, etc. ou orange, etc. Et en fait, la caméra filme à travers cette plaque transparente, et cette couleur s'ajoute en fait sur la pellicule. Alors maintenant, forcément, on ajoute ça numériquement, mais au début, c'était comme ça. Je pense que ça se sert encore. Je connais pas bien le monde du cinéma pour donner plus de détails, mais je pense que ça sert encore. Et donc, ici, on peut simuler ça. C'est-à-dire que ajouter une petite plaque de verre colorée devant notre caméra, c'est tout à fait possible. Alors, je vais pas m'embêter à faire un plan que je vais venir placer pile ici devant la caméra avec une texture pour dire ici c'est une plaque de verre qui est colorée. Non, il y a beaucoup plus simple. J'ai montré il y a quelques tutos de cela, pas très longtemps, qu'on avait le premier plan qu'on pouvait utiliser, qui affichait en fait une image en premier plan. Donc on va ajouter simplement ici dans notre scène un objet premier plan. Premier plan. On va l'appeler filtre. Et je vais ajouter une texture sur ce premier plan. Alors je me mets dans la caméra. J'ai mis une texture sur mon premier plan. Si je fais un rendu ici, ça va être tout blanc. Parce qu'en fait, la texture ici est sur le premier plan. Le premier plan se met entre la caméra et la scène. Donc forcément, la seule chose qu'on voit, c'est le premier plan. Vu qu'on ne voit pas à travers. Donc ici, on va aller dans la texture du premier plan. Que je vais appeler filtre d'ailleurs aussi. Voilà. Et imaginons que j'aimerais donner une ambiance un peu chaude à ma scène, que ça soit un petit peu orangé. Eh bien, je retire la spécularité. Je vais dans couleur. Je vais donner une couleur un peu orangée. Voilà. Quelque chose comme ça. Plus comme ça. Et ici, je vais cocher transparence. Comme j'ai retiré la spécularité, on voit plus du tout de transparence. Mais là, c'est totalement transparent. C'est-à-dire qu'on voit rien du tout parce que ici, c'est à 100% de transparence. À la place, je vais mettre 99. 99 de transparence. Ici, ce qui fait que on voit légèrement, alors sur la capture, je pense pas que ça se verra, mais on voit légèrement, en fait, qu'il y a quelque chose, qu'il y a un truc coloré. Donc là, maintenant, si je fais mon rendu, mon premier plan étant transparent à 99%, on voit notre scène à travers le filtre. Et comme le filtre est coloré, ça donne une couleur à l'ensemble de la scène. Ici, je peux tout à fait avoir une couleur un petit peu bleue si je veux avoir une ambiance un peu plus froide. Imaginons, on a un truc de façon laboratoire, je sais pas. Donc ici, on a un truc plus bleu. Si je veux faire un truc genre à la Matrix, je vais aller plutôt dans les verts. Voilà. Et je vais avoir une couleur un peu plus vert. Alors en fonction de la couleur qu'on prend ici, forcément, on n'a pas le même rendu. Ça s'ajoute en fait sur les textures, ça s'ajoute surtout, c'est un filtre simplement que l'on vient ajouter par-dessus la caméra. À noter que dans les versions de Cinema 4D les plus récentes, si je fais un rendu... alors, je vais faire juste un rendu... Je vais pas enregistrer. On va faire juste un rendu image courante. Je fais un rendu. Voilà, j'ai ça. Ça fait le rendu de mon image. Ici, vous avez un onglet filtre. Filtre, et puis là, vous pouvez faire activer le filtre et puis justement jouer un petit peu avec les couleurs. Vous voyez, on peut s'amuser, inverser le truc, on peut augmenter la saturation, la diminuer. Pareil pour la luminosité. Donc on peut quand même rejouer un petit peu le truc après coup, après le rendu. Ça, c'est le truc en plus. Vous voyez, initialiser le filtre, on peut créer un effet de post-production, etc. Enregistrer des réglages. On peut faire pas mal de choses. Mais si on veut pas s'embêter justement avec la post-production, on peut le faire directement avec ces petites astuces. Ici, un premier plan qui sert de filtre. Et ça se désactive facilement. De toute façon, quand vous voulez pas l'utiliser, vous cachez simplement le premier plan et vous retrouvez votre scène telle qu'elle est à l'origine. Une petite chose en plus, ici, sur le filtre, on a mis juste une couleur. Alors,
J'ai gardé du vert d'ailleurs. Une couleur avec de la transparence. Mais on peut jouer un peu plus avec ça. Par exemple, ici, je pourrais tout à fait cocher l'alpha. Et puis ici, dans l'alpha, ajouter un bruit. Là, j'ajoute un bruit. En fait, notre filtre a un bruit en plus. Alors ici, ça se voit pas parce que j'ai rien réglé. Mais normalement, si vous jouez bien votre truc, vous pouvez créer un petit effet de grain sur l'image, un petit peu comme des biofilms par exemple, ou comme certaines pellicules photo particulières, et vous pouvez obtenir en fait des effets plus ou moins recherchés, justement en jouant un petit peu avec les effets de bruit. Alors ici je l'ai là, je l'ai aussi dans la transparence ici, je pourrais tout à fait ajouter un bruit comme ça, avec un truc tout fin. Alors on va essayer un truc comme ça. Voilà, et donc là, alors forcément là c'est trop vert. Faudrait jouer avec ici couleur plus comme ça peut-être. Non, c'est l'inverse. Plus comme ça. Voilà, ici on pourrait essayer de trouver en fait un truc qui va ajouter en fait un peu de grain sur la pellicule, en fait sur le rendu. En jouant avec tous ces paramètres là, on a pas mal de choses avec lesquelles on peut jouer. Donc on peut faire en fait des petits effets supplémentaires, et ça se désactive facilement en plus si vous vous êtes trompé. Vous pouvez en faire plusieurs, il n'y a aucun problème. Et puis ça passe très bien. C'est le petit conseil que je donne en plus, le petit truc, la petite astuce à connaître. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Chose que je peux vous conseiller aussi, c'est que si vous avez des reflets, des reflets très forts dans vos objets, souvent les gens ajoutent un élément en ciel. C'est pas ça. C'est ça, un élément ciel. Et puis sur le ciel, on met une image HDRI. Ça, c'est le bon truc, c'est parce que ça ajoute en fait un, quelque chose à se refléter dans les éléments. Si je fais ça, normalement, on va créer une texture. Je vais aller, alors c'est dans la luminance, si je me trompe pas. Bah, je vais pas m'embêter, je vais aller chercher ça dans la médiathèque. Il y a tout ce qu'il faut dans la médiathèque. Fenêtre, médiathèque, où est-ce qu'elle est? Là. D'habitude j'ai une icône, bah voilà. Je suis juste dans la bonne truc. Alors normalement c'est dans les pré-réglages. Dans les pré-réglages, et ici vous cherchez prime. Parce que c'est donné avec la version prime. Et ensuite vous allez ici dans matériel, et vous allez dans, on va mettre ça en plus petit, vous allez dans HDRI, et puis là vous avez plein d'HDRI, et j'ai donné sur le tutoriel sur la bestiole, j'ai donné des liens pour aller en télécharger d'autres. Généralement c'est une texture, et dans la luminance on met une image HDR. Donc ici on va prendre par exemple, on va prendre celle-là, non, on va prendre un peu plus, on va prendre ça, pour tester, voilà, donc j'ai double-cliqué dessus, ça me l'ajoute ici, et je mets ça sur le ciel. Voilà, et quand je fais mon rendu, en fait, l'image qui est là-dedans se reflète, vous voyez, ici, dans mes matériaux. Ici, on a toujours l'image de le petit arrondi du contre-champ, vous voyez, qui est toujours important. Et donc, vous voyez, ici, c'est dans la luminance, il y a une image qui est chargée. Et comme j'ai dit dans le tutoriel sur la bestiole, dans la deuxième partie, j'ai donné des liens pour télécharger des images que vous pourrez charger dans la luminescence et utiliser comme HDR. Ça c'est très bien, mais seulement ça s'applique sur toute la scène. Généralement on utilise l'illumination globale avec ça, ou ça avec l'illumination globale, mais ça éclaire toute la scène. C'est-à-dire que ça fait beaucoup de calculs, parce que des fois vous avez des objets qui n'ont pas forcément beaucoup de réflexion, et ça va quand même être calculé cet HDR. Donc à la place de faire ça, ce que vous pouvez faire, ça je le retire, vous prenez l'objet qui a la texture qui doit avoir des réflexions. Vous voyez ici il n'y a plus de réflexions. Vous l'ouvrez cette texture, et vous allez ici dans environnement, vous cochez environnement, et dans texture de environnement, vous chargez votre image. Alors je vais aller chercher les HDR que j'ai. Voilà mes dossiers. Alors HDRI, c'est là, HDRI. Et donc, vous voyez, tout cela là, c'est tous ceux que j'ai donné à télécharger. J'ai donné les liens. Alors ici, la 010, celle que j'aime bien, je vais simplement la faire glisser ici dans le champ texture de la section environnement.
Je la fais glisser ici. Voilà, ça l'ajoute. Et en fait, maintenant, cet HDR, au lieu d'être sur un ciel qui éclaire toute la scène, sera seulement sur cette texture-là. Ce qui fait que là, on a le même effet. Voilà, on a toujours les reflets ici aussi, vous voyez. Seulement, si je mets un autre objet à côté qui n'a pas autant de réflexion, bah simplement, je lui mets une texture sans cet environnement. Et comme ça, l'environnement n'est pas calculé, donc ça augmente pas le temps de rendu pour les objets qui n'en ont pas besoin. Ça le met que sur les objets qui en ont besoin. C'est une petite astuce qui est bien à connaître, puis en plus ça se désactive facilement. Après on fait ça si on veut pas l'avoir, si on veut faire sans. Voilà. Mais sinon l'objet ciel avec le HDRI dessus, ça fonctionne très bien aussi. Hein. Bon voilà, je pense avoir tout dit sur l'éclairage à 3 points, la façon d'éclairer une scène facilement pour les débutants. Je vérifie dans mes notes si j'ai rien oublié de dire, pour pas qu'on me pose 15 fois la même question. Bon, il y a des choses que j'aurais voulu dire, mais c'est un peu plus long, un peu plus chiant à expliquer. Donc je garde ça pour d'autres tutoriels. Quand ça sera vraiment nécessaire, pour l'ambiance, tout ça, je l'ai dit. La petite astuce avec le premier plan. Oui, bah c'est bon. Donc c'est tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous sera utile, que vous saurez un petit peu mieux éclairer vos scènes, en sachant que l'éclairage des scènes, la lumière et les ombres, c'est très 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 important pour la qualité d'un rendu. Si vous voulez garder ça de côté, c'est-à-dire que vous faire votre propre petit setup d'éclairage, le conseil que je vous donne, vous faites ce qu'on vient de faire ici. Ensuite, vous prenez par exemple ces trois lumières-là, et puis la cible de la lumière, vous faites CTRL-C, vous ouvrez un nouveau document, CTRL-V pour les coller. Voilà. Alors, on va afficher ça quand même. Ça vous donne ça. Ça, vous l'enregistrez dans une scène à part. Et vous appelez ça éclairage à 3 points. Comme ça, vous savez en fait, vous n'avez pas besoin de tout refaire à chaque fois. Vous importez ça, vous faites fichier fusionné, comme ça, avec votre scène chargée. Et puis ensuite, vous avez juste à déplacer un petit peu les lumières comme vous voulez. Vous voyez, ça, comme il y a la cible, ça se place correctement. En sachant forcément tout ce que je viens de dire, qu'il faut mettre la lumière principale d'un côté, la lumière secondaire de l'autre côté de la caméra, un peu plus bas, la lumière de contre-champ en face de la caméra sur l'arrière, un petit peu en hauteur, que celui-là doit être entre à peu près 35 et 45 degrés pour être bien. C'est pas une règle absolue. Hein. Comme j'ai dit, si c'est un feu de cheminée, votre lumière qui est claire, vous le mettez à la hauteur du feu de cheminée. Et puis vous compensez en mettant celle-là plus haut à la place, par exemple. Donc ça, vous faites ça, vous enregistrez ça sous un autre nom. Ensuite, vous revenez sur votre scène ici. Vous prenez par exemple toujours la cible de la lumière, vous prenez le dôme, le cloneur, l'effecteur. Si je me trompe pas, c'est ça, oui. CTRL-C, vous faites un nouveau document. CTRL-V, voilà. Comme ça vous crée le dôme tout seul. Vous enregistrez ça sous un autre nom de fichier, comme dôme de lumière. Comme ça, si vous voulez ajouter le dôme de lumière, bah, vous avez juste à faire fichier fusionner, puis vous indiquez le nom du fichier. Et puis votre dôme, vous n'avez pas besoin de le refaire encore une fois, vous avez tout de près. Et puis pareil ici après, pour le truc d'ambiance, alors c'est-à-dire ces deux lumières là et le cercle, plus toujours la cible de la lumière, CTRL-C, fichier, nouveau document, CTRL-V. Voilà, comme ça vous avez le truc de fait. Vous avez juste à le positionner correctement comme vous voulez. C'est très simple, et pareil, si vous voulez l'ajouter après dans votre scène, vous faites fichier fusionner, vous indiquez le fichier, et puis vous pouvez faire pareil pour les filtres, si vous voulez créer des filtres particuliers, ou alors vous enregistrez que la texture, c'est pas bien difficile, et puis vous aurez un petit setup complet, tout fait. Vous pouvez en plus ajouter le sol, si vous voulez, sur vos scènes, créer une ou deux textures que vous utilisez régulièrement, vous créez une sphère sans trop de textures trop compliquées, juste pour vous aider à placer la lumière de contre-champ par exemple, ou pour gérer, voir si vous avez bien placé vos lumières, un élément de test en quelque sorte, et puis comme ça vous pouvez vous faire votre petit studio, votre petit setup studio tout fait, et puis pas vous casser trop la tête quand vous voulez éclairer une scène
Après, ça va très vite, vous importez le fichier et puis ça fonctionne. Voilà. Donc là, j'ai tout dit. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.